Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour le débrief hebdo de la semaine et surtout pour préparer la semaine qui arrive qui s'annonce extrêmement intéressante. Pas mal de choses à dire ce soir, technique, macro, fondamental, microéconomie aussi. On va avoir vraiment pas mal de sujets à traiter, beaucoup de data, beaucoup d'informations qui nous sommes parvenus bien justement durant les 7 derniers jours et puis surtout une très très belle semaine, une très grosse semaine qui nous attend et j'ai envie de vous dire à nouveau une semaine décisive pour les marchés très clairement avec notamment les résultats de l'inflation et le FOMC dont on va reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ok, comme d'habitude, pour ceux qui nous découvrent, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Alors on va commencer par le marché crypto comme d'habitude, un marché crypto assez hétérogène sur les dernières 24 heures et globalement sur les 7 derniers jours, c'est un marché vert mais quand même avec des petites disparités, d'accord? Alors on a eu un début de semaine haussier pour Bitcoin, on va le voir juste après, puis une stabilisation, une latéralisation de ce dernier aux alentours des 44 000 $, ce qui a laissé davantage de place aux altcoins. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous avais dit, je vous avais prévenu justement dans la semaine à travers les lives, à travers le contenu Discord et aussi sur la chaîne YouTube, et bien qu'on allait très probablement assister à une rotation vers Ethereum et les alts. C'est exactement ce que je vous ai mis sur la miniature d'ailleurs de la vidéo de jeudi, je crois, où voilà, je vous mets rotation vers Ether et les alts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La dominance du Bitcoin a chuté. Elle a retracé, d'accord? Ça, on a pu le voir notamment sur la deuxième partie de semaine. D'accord. Donc là, vous voyez très nettement ce retracement depuis qu'on avait atteint les 55% de dominance sur Bitcoin. D'accord. Retracement qui a permis à la paire, hop, on va l'afficher tout de suite, Ethereum BTC, de très très bien réagir sur une zone H4, 4 heures, qu'on avait identifiée. Et donc, cette baisse de domination du Bitcoin entraîne le fait qu'en fait, si vous voulez, on n'a plus un Bitcoin qui drive l'intégralité du marché. On a des capitaux qui se déplacent de Bitcoin vers Ethereum et les alts. Et si vous regardez, on voit certains altcoins qui ont largement surperformé BTC et Ether. 51% sur Avax, 15% sur le Solana encore, 50% sur ADA, 15% sur Dodge, j'en passe, et des meilleurs. Okay, on a eu des très très belles performances sur les alts cette semaine. Beaucoup d'opportunités très intéressantes que je vous ai bien évidemment partagé dans le serveur Discord. Alors maintenant sur BTC, à quoi il faut s'attendre pour cette nouvelle semaine? Est-ce qu'on continue de monter? Est-ce qu'on va chercher les 48 000 $? Ou est-ce que ça y est, on repasse dans un contexte, dans un biais plutôt baissier pour les prochains jours? C'est la grande question et c'est évidemment une question à laquelle il est pour le moment assez compliqué de répondre. Bien que globalement on a quasiment plus de vendeurs sur le marché, c'est vrai que là on a quand même une sorte de capitulation des vendeurs qui s'est effectuée dans la semaine. On a pu l'observer principalement sur Ether, mais on peut aussi déceler ces informations-là en observant les datas et le comportement des acteurs du marché sur BTC. D'accord, donc là, on est vraiment quasiment plus que sur des personnes qui achètent. Et vous voyez que ça continue. D'ailleurs, attention, comme très souvent le dimanche, on a un prix assez calme, mais vous pouvez observer le fait qu'on a un open interest qui monte de manière assez importante. Je vous rappelle que l'open interest, ça représente l'ensemble des positions sur les contrats dérivés ouvertes sur le marché crypto, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et donc, cette montée assez fort de l'open interest durant la journée du dimanche peut nous permettre d'envisager potentiellement un mouvement assez volatile ce soir ou même potentiellement demain matin. Donc restons prudents vis-à-vis de ça. En tout cas, toujours est-il que cet open interest, il monte. Les funding rates, ils montent. Ça veut dire que voilà, ça confirme ce que je disais à l'instant, le fait qu'on a des acheteurs. On a principalement des acheteurs sur les contrats dérivés. Et donc, il y a sans doute un moment où il va falloir liquider tous ces acheteurs, notamment ceux qui sont rentrés tardivement dans le marché, parce que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont rentrées très tardivement dans le marché. Ok. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les spots, eux, sont repassés vendeurs. Donc là, c'est-à-dire que depuis qu'on a atteint les 44 000 $, le marché n'a plus merci de de soutien, rien. Au revoir, messieurs, dames. si vous voulez, des spots. Et merci pour le follow, Moesti, sur Twitch. Bienvenue à toi. Donc, de plus en plus de longues à court terme sur les contrats dérivés, tardifs, et des spots qui soutiennent plus le marché, peut-être que ça peut nous permettre d'envisager du short.
Mais il y a aussi des contre-indicateurs avec de très belles zones d'ordre qui se sont créées durant le week-end. Et bien justement, vous voyez ici vers les 44 300 $, vers les 44 600 $. C'est d'ailleurs ce que je vous avais partagé dans les maps de liquidation d'hier. Donc, on peut encore envisager un dernier pump avant de repartir plus bas. Et même globalement, j'ai envie de vous dire, les 48 000 $ sont encore envisageables. D'accord? C'est pas du tout impossible qu'on pousse et qu'on aille chercher jusqu'à 48 000 $, même si personnellement, ce n'est pas mon scénario privilégié, c'est pas mon scénario numéro 1. Alors, vous allez voir que ce soir, on va parler énormément de timing. Ok, parce que le timing, le momentum en trading, en analyse technique, c'est quelque chose de très très important. Et d'ailleurs, on va en parler là maintenant sur Bitcoin, mais vous allez voir qu'on va en reparler à d'autres moments sur d'autres classes d'actifs, sur d'autres assets qu'on a tradés et qu'on va trader. Alors là, en termes de timing, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un petit peu trop tard pour acheter Bitcoin. Alors attention, je parle en termes trading, ok? Je ne vous parle pas à long terme, évidemment. Pour moi, c'est un petit peu trop tard là pour se positionner sur du long, sur BTC. Parce que oui, on peut aller chercher à 48 000 $, mais c'est quand même très risqué. Et il y a quand même des probabilités assez fortes d'un retracement. Donc là, on est plutôt dans un contexte, dans une configuration de marché où ça peut être intéressant de prendre des profits. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rentrer en short maintenant, mais ça veut aussi surtout pas dire qu'il faut rentrer en long maintenant. Donc, en fait, à l'instar de ce que moi j'ai fait, il faut rester en observation. Il faut savoir, dans ce genre de situation, prendre du recul sur le marché et attendre justement une visibilité un petit peu plus limpide de manière à prendre des décisions un peu plus pertinentes, un peu plus cohérentes et surtout avec davantage de sérénité, davantage de confiance et davantage de cohérence, tout simplement. D'accord? Donc, patience. D'accord? Je vous répète très souvent ce mot patience, 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 mais c'est vrai qu'en trading, c'est indispensable d'être patient. Et dans ce genre de situation, il faut redoubler justement de patience. Très très important. Ok? Alors, lui, Ethereum, donc on le sait, cette semaine, a réalisé de belles performances. Il a surperformé un petit peu BTC. Maintenant, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il commence un petit peu à s'essouffler à court terme. Alors, à moyen terme, il y a eu quand même des choses très intéressantes. D'accord? Si vous regardez sur du daily, là, ça y est, on est enfin sorti de ce range dans lequel on était depuis 2 ans. D'accord? Donc, c'est pas mal du tout. On a on a une très belle cassure de structure ici, donc c'est bullish. Mais attention, là aussi, un petit peu comme sur BTC, à court terme, on est dans un timing, on est dans un momentum peut-être pas idéal pour rentrer à l'achat maintenant. Vous voyez que par exemple, sur du 1 heure, on a une inversion de structure là qui s'est réalisée. MSS Boss, on devrait probablement venir chercher la FVG que vous voyez ici en 1 heure, et pourquoi pas même plus bas. On voit ici qu'on a de l'équal low, d'autres FVG, enfin bref, il y a des choses à revenir chercher plus bas. Ok? Donc il va falloir rester attentif à ça, il va falloir rester prudent vis-à-vis de ça. D'accord? Donc pareil, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vendre maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant. Là, il faut observer. Pour moi, en tout cas, moi c'est ce que je vais faire. Attention, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous dis pas faites ceci, faites cela. Je ne fais pas de conseil en investissement. Je vous dis ce que moi j'anticipe et ce que moi je vais faire. Et pour le moment, sur Ethereum, je vais plutôt être en observation. Ok? Par contre, sur les altcoins, là, il y a des coups à jouer. Là, il y a des opportunités. On en a saisi d'ailleurs un certain nombre dernièrement. Je pense au TIA, je pense à Ordi, je pense... Alors Solana, non, parce qu'on avait essayé de le vendre. On avait pris un tout petit scalp short jeudi. Je pense à DYDX, d'accord, qui est d'ailleurs revenu sur nos prix d'entrée, mais qui ne me plaît pas trop parce que là aussi, on a une inversion de structure. Il y a eu le Magic, sur lequel on a réalisé une très très belle performance avec ce démarrage en fanfare qui nous a fait après être venu chercher notre prix d'entrée. Évidemment, il y a le MEM qui après plusieurs semaines de trade est venu chercher tous les TP qu'on s'était fixés. Il y a aussi le PIT qui démarre très très bien depuis qu'on s'est positionné, d'accord. Le Sushi que je vous avais partagé en daily il y a quelques semaines maintenant qui continue de grimper. Donc il y a des choses intéressantes. Il faut observer, il faut être capable de reconnaître que là, on a un momentum, on a un flux haussier sur le marché crypto globalement et particulièrement sur les altcoins. Donc, quel comportement il faut adopter dans ce genre de situation? On va chercher à accompagner ce mouvement, ce momentum, ce flux le plus loin possible. Attention, tout en ayant la capacité de prendre des profits et de remonter son stop loss pour se sécuriser. D'accord? Donc, on va se concentrer sur les alts les plus fortes. Et puis, si on en voit des faibles, on ne va pas se gêner non plus pour les shorts. C'est exactement ce qu'on a pu faire sur Unfi, d'accord? Donc, position que je vous avais partagée dans le serveur Discord comme d'habitude.
On a observé qu'Unfi, il était dans une configuration baissière. Il était beaucoup plus faible que d'autres altcoins. On a eu un setup très intéressant pour se positionner. Là, c'était vraiment très très clean, hein. Inversion de structure en 4 heures. On prend notre impulsion baissière. On voit que on a une belle zone de FVG en 4 heures qui intervient pile poil sur les 0,5 de Fibonacci. On met notre prix d'entrée sur ce niveau et on short. Et c'est bon, tous les TP ont été touchés. Donc là, c'était vraiment un cas d'école. Et en plus de ça, voilà, comme d'habitude, c'est une position qui vous était partagée dans le serveur Discord. Je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir sur le live. Bienvenue à tous, merci d'être présents. Je vous rappelle que pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Et vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions juste après. Là, on est sur une première partie de live explicative. Je répondrai à toutes vos questions juste après. D'accord? Donc restez bien jusqu'au bout et continuez à m'exploser les questions, à exploser les partages, les likes, les abonnements. Je compte sur vous, les amis, et surtout rejoignez-nous dans le serveur Discord. Ok, donc voilà un petit peu sur le marché crypto, globalement, de quelle manière on se comporte et quelles sont les opportunités à saisir. Ok, bien évidemment, on va en parler juste après, mais les différents événements macroéconomiques que l'on va avoir cette semaine vont avoir leur rôle à jouer sur les cryptos. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans le live, mais d'ailleurs, on va pouvoir se tourner là, ça y est, sur les marchés financiers traditionnels. Et je vais revenir évidemment sur les jours précédents et sur la semaine qui vient de s'écouler, d'accord, puisqu'on a eu une semaine quand même assez intéressante avec notamment les chiffres du chômage. On avait une semaine qui était vraiment axée autour des résultats autour du marché de l'emploi, voilà, aux États-Unis, ce qui a entraîné d'ailleurs une petite réaction sur le cours du dollar, mais aussi sur le marché obligataire. On a pu voir les taux à 10 ans remonter un petit peu. Et globalement, ce qu'il faut retenir de ces résultats du chômage, donc qui ont été publiés cette semaine, eh bien, c'est qu'on a un secteur de l'emploi qui se détend. Mais alors, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle cette détente, et ça va peut-être un petit peu embêter la Fed. Pourquoi? Eh bien, parce que on a de plus en plus de travailleurs, on a de moins en moins de chômeurs, et les travailleurs, ils sont de mieux en mieux payés. Et donc, ces travailleurs, on a vu aussi, qui sont en fait des consommateurs, on a vu dans les derniers résultats qu'ils avaient des attentes en augmentation et qu'ils avaient aussi une confiance en augmentation. Ça voudrait dire que toutes ces personnes-là, elles vont potentiellement consommer davantage. Et si on observe une reprise de la consommation rapide et forte, la Fed ne va pas aimer puisque cela pourrait faire repartir l'inflation à la hausse. D'accord? Donc justement, cette question d'inflation, elle est super intéressante puisque on aura les chiffres mardi après-midi à 14h30 avec les chiffres IPC. D'accord? Je vous rappelle pour ceux qui débutent, bien faire la différence entre le chiffre IPC et le chiffre IPC Core. C'est un petit peu différent puisque dans les chiffres IPC Core, je vais prononcer à l'américaine, eh bien en fait on a ponctionné la volatilité des prix sur le secteur de l'énergie et des matières premières et de l'alimentaire, pardon. Donc si vous voulez, c'est un chiffre qui est un petit peu différent avec des datas un petit peu différentes. Donc les deux sont intéressants à observer. Là on voit que le chiffre de l'inflation devrait être de 3,1% contre 3,2%. Donc là l'inflation diminuerait beaucoup moins rapidement que jusqu'à maintenant. Et oui, et j'en viens donc à un sujet qu'on a déjà pu évoquer sur ces derniers jours. Vous savez que le marché table actuellement sur un pivot de la Fed au mois de mars 2024. Il y a quelques semaines, le marché tablait sur un pivot au mois de mai 2024. Et il y a encore quelques mois, on tablait sur un pivot en septembre 2024. Donc plus ça va, plus on s'attend à avoir un pivot très très rapide. Mais le problème, c'est que l'objectif de la Fed n'est pas uniquement de ramener l'inflation à 2%, comme nous le rappelle très très régulièrement Jérôme Powell. L'objectif de la Fed, c'est de ramener l'inflation à se stabiliser pendant plusieurs mois entre 1 et 2%. Donc là, pour envisager un pivot de la Fed dès le mois de mars, il faudrait que dès mercredi, on ait une inflation qui soit à 1% et que jusqu'au mois de mars, elle se stabilise cette inflation à 1%. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ça n'a quasiment aucune chance d'arriver. Et donc ce pivot de la Fed, mathématiquement pour le mois de mars, il est impossible. Alors, quand on l'aura peut-être sans doute avant septembre, mais il y aura très probablement beaucoup moins de baisse des taux que prévu par le marché actuellement. Et d'ailleurs, si on observe un petit peu les estimations, les anticipations des membres du FOMC, on voit que pour 2024,
2023, oui 2024 pardon, ils sont quand même pour la plupart sur des taux à 5%. En fait, on ne pourrait avoir que seulement une ou deux baisses des taux en 2024. Alors attention, puisqu'en 2024, on aura aussi les élections américaines, d'accord, qui vont avoir un rôle important. La Fed, dans un contexte d'élection présidentielle, va avoir un petit peu moins de marge de manœuvre vis-à-vis des taux d'intérêt. Elle va pas pouvoir faire ce qu'elle veut complètement. Elle va devoir être un petit peu plus prudente. Donc, ça va être très très intéressant de voir justement comment elle va se comporter. Mais vous voyez bien, encore une fois, c'est ce que je vous avais montré dans les précédents rapports de la Fed, qu'on avait détaillé, décortiqué ensemble, et bien que la plupart des membres du FOMC, ils étaient encore tranquilles, quoi. On reste quand même un petit peu au quiche. Alors oui, on a des membres qui sont plus dovish que d'autres. Vous voyez, il y a quand même des disparités pour l'année 2024. Mais voilà, globalement, on a quand même une majorité qui reste autour des 5%. Donc, il ne faut pas s'attendre à 3-4 baisses des taux sur l'année 2024. Et alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que les marchés, alors là, je vous dis ça pour la Fed, mais c'est exactement la même chose pour la Banque Centrale Européenne. En fait, pourquoi je vous dis ça? En fait, le truc, c'est que, si vous voulez, les marchés, actuellement, les indices, ils sont plafonnés, ils sont perchés super haut. Pourquoi? Parce que justement, on a des marchés qui anticipent plusieurs baisses des taux pour 2024, des politiques plus accommodantes. Le problème, c'est que ça ne va pas être le cas. Et au moment où du coup ça va se rééquilibrer, les marchés risquent de prendre une bonne claque. Donc moi, personnellement, je suis toujours plutôt vendeur sur les indices américains, d'accord? S&P, Nasdaq et Dow Jones. Ok, même si on a eu des petites remontées sur la fin de semaine, globalement, on a des indices américains qui montrent des signes de faiblesse. Et je vous ai d'ailleurs expliqué un bon nombre de fois dans le serveur Discord cette semaine, mais aussi dans les vidéos sur la chaîne YouTube, quels étaient justement ces différents éléments qui m'amenaient à me dire qu'effectivement, on devrait avoir du retracement prochainement. Par contre, pour les indices européens, alors là, du coup, j'ai coupé mes positions short, parce qu'on a des indices européens qui sont beaucoup trop forts. D'ailleurs, je vous ai expliqué en détail à quoi étaient dues ces montées vraiment virevoltantes, j'ai envie de vous dire, des indices européens. Donc, on a beaucoup de microéconomies, d'accord, avec des grosses pondérations du DAX et du CAC, donc des très bonnes actions qui ont réalisé de belles performances, d'accord. Et en plus de ça, on a des perspectives de croissance des BPA qui sont beaucoup plus élevées que dernièrement. Et sans oublier ce que je vous disais à l'instant, le fait que les marchés anticipent plusieurs baisses de taux d'intérêt directeur sur l'année 2024, ce qui ne sera très probablement pas le cas. D'accord? En tout cas, pourquoi j'ai coupé mes positions short sur les indices européens? Parce qu'on a un flux qui est trop haussier. On a repassé des zones de polarité importantes. D'ailleurs, regardez sur le CAC, on va revenir quasiment sur nos prix d'entrée short du mois d'avril. Ok? Donc, tant que je n'ai pas de signaux de retournement sur le CAC et sur le DAX, de signaux de faiblesse ou quoi, je ne vais pas me repositionner à la vente, même si je reviens à la question de timing tout à l'heure. Niveau timing, on n'est pas sur un moment intéressant pour acheter. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre non plus, mais si vous n'êtes pas déjà en achat, ce n'est pas forcément le moment idéal pour se positionner. Pour ce qui est des indices américains, c'est pareil. Ok, alors peut-être que c'est un petit peu tôt pour vendre. Moi, j'assume totalement le fait d'être un petit peu early et d'anticiper peut-être un petit peu trop ce retournement, certes, mais toujours avec cette notion de maîtrise de votre taille des positions, justement pour avoir un risk management très cohérent et très pertinent, et pour pouvoir justement assumer un marché qui vous donne tort, parce qu'en ce moment c'est le cas. Donc voilà. Et donc au niveau timing, pour les indices américains, on est plutôt là aussi un peu plus vendeur, mais tranquille. Allons-y doucement et on accompagnera le retournement une fois qu'il sera réellement déclenché. Même si, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la petite remontée du dollar, la remontée des taux à 10 ans sur la fin de semaine, elle peut elle aussi entraîner un petit peu ce retournement sur les indices. Dernier petit point sur cette partie-là, le problème c'est que à nouveau, on se retrouve avec là aussi des grosses pondérations des indices américains qui réalisent des belles performances et qui envisagent de belles choses. Cette semaine, je pense notamment à Alphabet et AMD, d'accord, qui ont annoncé de très très belles innovations à venir, notamment sur le secteur intelligence artificielle, qui est d'ailleurs, on va dire, le principal responsable des bonnes performances des marchés sur cette année 2023. Ce qui a expliqué peut-être un petit peu aussi cette remontée sur la fin de semaine des indices américains.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. De ce fait, donc haussier sur le dollar, c'était le scénario qu'on avait identifié, hein. De toute façon, rappelez-vous ce que je vous avais dit dimanche dernier. L'objectif, c'était de revenir sur les 104, 104,5. Et ben du coup, on est resté vendeur sur Euro USD avec une très très belle position encore une fois. Cette fameuse zone, hein, des 1.1 qui a été notre zone repère sur l'ensemble de l'année 2023, vous voyez, et qui nous a permis de réaliser de très 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 bonnes performances sur l'ensemble de l'année. Alors justement, je voulais faire un petit aparté. D'ailleurs, on dit une ou un aparté? C'est une bonne question. Je voulais faire un ou une petite aparté, donc oui, bah si, c'est une aparté, sur les performances. Donc vous savez que je vous avais déjà expliqué que entre le mois de janvier et le mois d'août, j'avais surperformé mes performances habituelles. Je vous avais dit que la fin d'année allait très probablement être plus compliquée. Et bien ça se confirme encore. Le mois de novembre qui a été très dur. Le mois de décembre qui commence moyennement bien, qui a été mitigé. Et d'ailleurs, bah voilà, on le voit sur les résultats de la semaine, notamment sur le service CIB et le service Plutos, où j'ai perdu entre 2 et 3%, d'accord, sur cette semaine. Ok, donc c'est encore une fois, c'est des pertes mesurées, c'est des pertes pardon, qui sont calculées, mais c'est quand même un petit peu compliqué. J'ai un win rate notamment qui a baissé quand même assez fort, hein. Là, je suis quasiment sous les 50%, donc c'est-à-dire que là, je suis obligé aussi d'augmenter mon risque, mon ratio risque-récompense, mon RR. Pourquoi? Parce que vu que j'ai un win rate en baisse, il faut que je l'augmente parce que sinon je ne vais plus être rentable. Donc c'est aussi une petite partie court que je vous fais là. C'est très très important en trading d'être capable de s'adapter, de moduler sa stratégie en fonction de cette performance, en fonction de la situation de marché. D'accord? Bon, après, je ne vais pas vous cacher quand même que là, on arrive sur la fin de l'année. Je pense que si cette semaine-là n'est pas meilleure, je pense que j'arrêterai quasiment de trader jusqu'à début 2024 parce que bah voilà, il y a un moment où il faut savoir aussi lever le pied et de se dire ok, on laisse passer un petit peu l'orage, on laisse passer un petit peu la tempête et puis on repartira sur des meilleures bases dans une semaine ou deux. D'accord? Donc je vous tiendrai au courant bien évidemment de tout ça. Après, il y a quand même eu des belles performances, hein. Globalement, moi aussi, le truc c'est que j'ai fait des erreurs d'exécution. Ok? Et puis j'ai aussi eu des positions que j'avais depuis longtemps que j'ai dû clôturer, enfin que j'ai SL tout simplement, alors que mes positions gagnantes, elles sont pas allées encore jusqu'à mes TP. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un déséquilibre aussi entre mes positions actuelles, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de positions que j'ai dû invalider, mais mes positions qui sont gagnantes, je peux pas encore les clôturer. Donc du coup, dans les PNL, ça rentre pas. Mais vous voyez, par exemple, sur le service premium, il y a eu des bons résultats. Sur la partie mentorat pro-firme, pareil, on finit à plus 3%. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et puis, bien évidemment, encore une fois, enfin, moi, je vous dis quand je gagne, je vous dis quand je perds. Mais encore une fois, dans tous les cas, je sais que cette année 2023, pour moi, ça a été une bonne année. Je vous ferai le bilan de toute façon à la fin du mois de décembre. Mais d'ailleurs, ça a été l'une de mes meilleures années, si ce n'est la meilleure année depuis que j'ai commencé le trading et l'investissement en termes de performance en pourcentage, je parle. Même si ça a été une année un petit peu particulière parce que du coup, avec la naissance du projet Blockchain Capital, bah, j'ai dû changer de compte plusieurs fois. J'ai changé de plateforme aussi plusieurs fois. Donc ça a été, il n'y a pas eu une continuité idéale, j'ai envie de vous dire, mais c'est normal, on a construit le projet. Mais quand même, c'est au final une année qui a été très très bonne pour moi, même si elle a été un petit peu coupée en deux. Et c'est d'ailleurs la question que je me posais l'autre fois. C'était de me dire quel avait été le point de bascule et pourquoi à la fin de l'été, mes performances ont diminué assez rapidement. Ça, on verra, mais en tout cas, je suis en train de travailler dessus. C'est très très important aussi d'avoir du recul sur ces performances et de savoir les interpréter pour comprendre ce qui marche et comprendre ce qui ne marche pas. J'ai un petit peu digressé, vous me pardonnerez, mais dans tous les cas, je vous ai apporté quand même de la valeur de par cette digression, justement. Je voudrais revenir un petit peu sur les matières premières. Alors, vous savez qu'on est rentré en short sur le gold, hein, la semaine dernière, position là aussi qui vous avait été partagée dans le serveur Discord. Je pense que je vais fermer ma position. Bien qu'on ait une structure baissière, je pense que je vais fermer ma position parce que... En fait, je suis un petit peu indécis. J'ai envie de vous dire, là, je suis vraiment en mode réflexion. On a quand même un momentum, on a quand même un flux. Justement, je reviens à la question de timing dont on parle depuis le début du live, qui est quand même plutôt bullish, hein, sur l'or. Il y a évidemment tous les faits géopolitiques, économiques, sociaux, un petit peu partout dans le monde qui font que j'ai du mal à voir quand même le gold baisser beaucoup plus bas. Et puis, il y a le fait que le dollar aussi, moi le dollar, j'attends quand même qu'il vienne s'appuyer sur son support technique des 102 points. Donc, assez mitigé.
Je vais voir comment va se comporter l'or à l'ouverture ce soir. Après, pas de panique, de toute façon, c'est une position qu'on a déjà sécurisée avec prise de profit partiel et SLABE. En H4, on a quand même une inversion de structure quand même assez clean. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Pas de précipitation, mais par contre, on reste attentif, on reste en alerte et on réfléchit. Sur le pétrole, potentiellement, je vais repasser acheteur cette semaine, mais attention, pas tout de suite. Il va me falloir certaines confirmations, notamment déjà le fait de repasser au-dessus de la zone de polarité là, des 72 $, qui va être pour moi importante et qui pourrait me déclencher des targets vers 79, voire même plus haut. Potentiellement, on pourrait même viser un retour au-dessus des 80, voire 90 dans le meilleur des cas. Même si évidemment ça comporte aussi des inconvénients. Mais d'ailleurs, voilà, pour vous dire que j'ai des petits biais aussi sur le pétrole quand même, à court terme, on est sur des zones d'achat intéressantes. Attention, une remontée du pétrole, ça participerait aussi au fait qu'on pourrait observer l'inflation remonter. Hein. Je vous fais référence à ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans le live. Donc c'est important de comprendre ça quand même. Ok? Donc voilà. Bien évidemment, on n'oublie pas que le VIX est toujours sur ses plus bas. Il est remonté un petit peu début de semaine, mais après il s'est repété la gueule. Évidemment, on reste attentif parce qu'un VIX qui repartirait à la hausse, ça serait évidemment accompagné d'un retournement probablement assez violent sur les marchés. Donc restons prudents vis-à-vis de tout ça. On va faire un petit point rapide pour finir cette vidéo, mais pas ce live. Encore une fois, je vous invite pour tous ceux qui sont présents sur le live, restez bien et continuez à poser vos questions puisque en deuxième partie, je répondrai justement à toutes vos questions. Donc restez bien avec nous. On va juste terminer en faisant un petit point du coup sur le programme de la semaine. Demain, pas grand chose de très intéressant pour moi. Ça va être une journée assez clean, assez calme. Mardi, évidemment, très grosse journée puisqu'on aura les résultats de l'inflation donc aux États-Unis. On en a parlé tout à l'heure. Mercredi, journée aussi très intéressante avec pas mal de data économiques du côté du Japon. Les résultats de la croissance au Royaume-Uni, d'accord, qui devraient finalement ne pas être qui ne devrait pas être si bon que ça sur le mois d'octobre. L'après-midi, on aura pas mal de data aussi du côté US avec le rapport mensuel de l'OPEP qui sera à surveiller attentivement pour le pétrole dont on parlait à l'instant. On aura ensuite les prêts à la production, justement les stocks de pétrole brut. Et puis surtout, mercredi soir, entre 19 et 21h, décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, communiqué du FOMC, conférence de presse de Jérôme Powell. Bref, très grosse soirée en prévision. Bien évidemment, on suivra tout cela en live comme d'habitude. Vous avez le planning des lives qui vous a été partagé tout à l'heure. Je vous invite à aller voir ça. Jeudi, on aura aussi une journée intéressante avec des datas un petit peu de partout. Moi, bien évidemment, je vais me concentrer sur celle des États-Unis, mais pas mal de petites choses avec notamment l'inflation en Espagne, la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur les taux d'intérêt directeurs et puis surtout en début d'après-midi, la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt qui devrait être maintenu à 4,5%. Donc là, ce sera très intéressant de voir ce que va faire la BCE et puis suivre le discours de Christine Lagarde dans l'après-midi qui nous apportera des précisions vis-à-vis de tout cela. On aura aussi du côté américain les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes au détail principales qui seront à surveiller avant de terminer avec une très grosse journée vendredi 15 décembre. Là, vraiment, ça va être balèze. On aura des grosses datas du côté asiatique avec les PMI au Japon, la production industrielle en Chine et le taux de chômage. Toute la session de Londres, on va avoir beaucoup de chiffres européens avec inflation en France, PMI en France, en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne. Et puis vendredi après-midi, on aura les chiffres des PMI de service aux États-Unis. Donc très grosse semaine avec deux journées capitales, mercredi et vendredi, comme vous le voyez de le voir justement. Et puis comme je vous le disais à l'instant, donc on suivra tout cela en live cette semaine. Juste demain, je serai pas trop présent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des travaux sur ma ligne électrique. Donc, je n'aurai pas d'électricité demain de 9h jusqu'à normalement 17h. Peut-être que ça sera rétabli avant, je verrai. Mais du coup, je ne serai pas présent demain. En tout cas, pas présent la journée et évidemment le soir. Par contre, il y aura les lives comme d'habitude. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, je vais répondre à vos questions juste après. Je pense avoir fait le tour à peu près de toutes les informations que je voulais vous partager ce soir. Il y avait pas mal de choses, mais j'ai essayé d'être quand même assez concis pour pas faire une vidéo de 2 heures, parce que ça fait déjà 30 minutes, je vois que je suis en train d'enregistrer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, à apporter des remarques si elles sont constructives. Et puis bien évidemment, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Bonne soirée tout le monde, ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.